On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, quelle tempête! Mais quelle tempête, là, suite aux propos de PSPP. Autour de moi, là, il y a des gens qui disent oui, il le dit, je suis d'accord avec, etc. Puis il y en a d'autres qui disent ben voyons donc, qu'est-ce qui a pris de dire ça, puis etc. Ça fait très jaser dans la classe politique aussi, bien sûr. Oui, énormément. Je pense que ma lecture de tout ça, là, si tu veux ma manchette, là, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut devenir premier ministre, qui veut faire la souveraineté, va devoir apprendre à débattre et tenir des propos sans insulter et blesser ses alliés potentiels ou sans leur reprocher d'être pas aussi engagé, motivé et radical que lui. C'est un peu ça. Parce que là, aujourd'hui, il a pas présenté des excuses, mais il a reconnu, tu sais, puis il a pas reconnu qu'il est allé trop loin, mais il dit, vous savez, j'ai ma personnalité, des fois, je parle avec mon cœur, puis je comprends que je peux blesser des gens et je m'en excuse. Donc, je pense qu'on a saisi au Parti québécois que l'enjeu, c'était pas le fond du débat, c'était pas l'enjeu profond que voulait soulever M. Saint-Pierre Plamondon, c'est la façon dont il l'a fait qui a complètement détourné le propos premier, là. C'était pas sa meilleure journée, je pense. Puis ce qui est malheureux pour lui, c'est qu'aujourd'hui, c'est le début des consultations sur la Constitution présentées par Simon-Jolin Barrette. Donc, le PQ voulait faire contrepoids en présentant sa propre démarche référendaire, etc. Puis pendant 70% du point de presse, de quoi on a parlé. On a parlé de la vacuité intellectuelle reprochée aux leaders et aux porte-parole des grandes associations culturelles, là. Alors, le PQ peut bien essayer de remettre la patate dans le tube, là, mais je pense, j'ose espérer qu'il y a une dure leçon qui a été apprise sur ce front-là. Écoute, il y a même Pascal Bérubé qui a pété une petite coche, là, il était vraiment fâché contre Caroline Proulx. Ben, oui, mais Caroline Proulx, en politique, généralement, on touche pas aux conjoints puis aux familles, tu sais. Puis de se présenter tout en riant, en disant « Ah, moi, j'ai hâte de voir ce que pense la conjointe de Pascal Bérubé, qui est Mme Proto, qui est productrice, qui fait de la télé. Qu'est-ce qu'elle pense des propos du chef du PQ? » Tu sais, c'est comme... C'est un coup en bas de la ceinture, là. Je pense que tout le monde le reconnaît. Je pense pas que c'est particulièrement élégant de la part de Mme Proulx d'avoir fait ça. C'est le genre de joke que tu te fais en privé, là, mais que t'évites de faire devant un micro. Puis c'est peut-être ce qui a sauvé un peu la journée à M. Bérubé. Puis ça a surtout permis à M. Bérubé de pouvoir s'indigner et critiquer la façon dont sa conjointe était traitée, plutôt que d'être confronté à l'espèce de dilemme dans lequel ça le plaçait lui, qui, on comprend, on veut pas désavouer son chef, mais qui, comme les autres députés, était pas particulièrement heureux là, des propos et de la façon dont s'est exprimé M. Saint-Pierre Plamondon. C'est qu'il donne du gaz à ses adversaires qui souvent disent, tu sais, des fois, par son ton, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a l'air messianique. Tu comprends? Comme sur une mission divine. Oui, messianique, dogmatique, radical. Oui. J'entendais quelqu'un qui dit, un côté, il est aussi pire que Pierre Poilievre des fois, tu sais, où il est le seul à avoir raison, il est le seul à comprendre et il va surtout jamais reculer, même quand des fois il se met le pied dans la bouche. Je pense que ça fait partie, je pense que, comme je te disais, je pense qu'il en est rendu là dans son apprentissage de la vie politique. C'est très difficile. Puis comment tu passes de lui qui a fait sa marque de commerce autour de oser dire les choses et surmonter les tempêtes mais dans un idéalisme pour pas que ça bascule dans le dogmatisme. Mais quand même, je pense que c'est la première fois qu'on l'a vu de manière aussi claire, ce basculement-là de sa part sur un enjeu qui, de toute évidence, lui tient énormément à cœur. À sa décharge, on pourrait dire qu'il a percé l'abcès.
Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu souverainiste qui disent où sont les artistes? Comment ça se fait que les artistes n'embarquent pas, ne le disent pas clairement? Peut-être qu'on est trop tôt, on n'est pas en campagne référendaire non plus, là. Mais tu sais, il y a comme percé un abcès. Ben oui, très certainement, un abcès au sein du mouvement souverainiste, mais est-ce que est-ce que les artistes sont obligés d'être souverainistes? Est-ce qu'ils sont obligés d'être engagés aux côtés du Parti québécois? C'est là que ça devient glissant, tu sais. La culture, l'art, c'est la liberté absolue de penser, de créer. Est-ce que la culture québécoise passe nécessairement par un mouvement culturel et artistique qui est main dans la main aux côtés du PQ? La question est aussi légitime. Alors, je comprends que ça agace profondément les militants souverainistes du Parti québécois de voir que les artistes sont moins politiquement engagés dans la cause souverainiste qu'ils ne l'ont été. Mais je pense que tout le monde va comprendre que c'est pas en les accusant d'aplaventrisme et de vacuité intellectuelle qu'on va réussir à les engager et à régler le problème, d'autant plus que le but du débat, c'était de critiquer la façon dont le gouvernement fédéral, dit-on, a inféodé, a colonisé, appelle ça comme tu veux, le milieu culturel. Là. Alors, je pense pas que c'était... Tu sais, des fois, même quand tu as un enjeu qui te tient à cœur, quand c'est un enjeu aussi épidermique, et aussi sacré au Québec que notre milieu culturel, des fois, ça vaut la peine d'attendre avant d'envoyer un tweet. Puis je pense que c'est ça la leçon. Là. Rupture des négociations avec les médecins. Les médecins disent c'est à cause du gouvernement. Le gouvernement dit c'est à cause des médecins. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les médecins ont dit que si les renégociations sont rompues, le gouvernement dit qu'ils sont pas rompus. Le gouvernement a dit... Alors, Richard, pour garder ça simple, là, c'est retour à la case des... C'est certain échelle, cette histoire-là. Ben oui. Monde descend, avance, recule, on en revient au même enjeu. C'est que les omnipraticiens sont prêts à se tourner vers la capitation, mais ils ne veulent pas du code couleur. Ils ne veulent pas de cette logique de classer les patients par niveau de vulnérabilité. Ils veulent pas les objectifs liés à la rémunération. Et donc, il y a un gouffre là, puis je pense qu'il y a vraiment une volonté du côté du gouvernement de trouver une voie de passage. On l'entend dans le discours de Mme Duranceau, qui est beaucoup moins cassant que celui de M. Dubé à une autre époque. Le problème pour le gouvernement, objectivement, c'est que là, on est dans un compte à rebours. Là, à partir du jour de l'adoption de la loi 2, il y avait 60 jours pour régler des détails sur sa mise en œuvre qui devait passer par la négociation. On est le 4 décembre. Il en reste 27. Puis on est dans un dialogue on est encore dans un dialogue de sourds. Et ça, je pense que ça se dirige vers un échec potentiel que le gouvernement veut à tout prix éviter. Donc, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Puis je pense que les médecins en sont bien conscients qu'en ce moment-là, c'est définitivement eux qui ont le gros bout du bâton. Merci beaucoup, Emmanuel. Très intéressant. On se reparle demain. Salut. Très bien, au revoir.